Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information au sommaire. À Washington, dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, le président sénégalais Macky Sall plaide pour la mise en place de politiques garantissant l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Il a notamment appelé à la mise en place d'une industrie locale de l'agroalimentaire. Le président Paul Biya, de son côté, appelle à une coopération dans le domaine spatial, une véritable niche stratégique selon le dirigeant camerounais. Et puis, les catastrophes naturelles qui mettent en difficulté les populations du Tchad et des autres pays de la zone sahélienne. Cette année, les inondations ont provoqué des crises humanitaires et sociales importantes à travers le pays, d'où la nécessité de moderniser les installations météorologiques. Mais tout d'abord, dans un communiqué publié ce mardi 13 décembre, l'état-major général des armées du Tchad a démenti une rumeur concernant un coup d'État manqué. Son porte-parole, le général Azem Berman Doha, a néanmoins confirmé l'arrestation de plusieurs officiers ces derniers jours. Il serait une dizaine et le plus haut gradé serait un colonel. Il s'agit de membres du PAN Sahel Initiative, une unité spéciale antiterroriste formée par les États-Unis. Ces derniers sont accusés d'avoir été, je cite, manipulés par des civils projetant des actions tendant à perturber les institutions de la République. Selon le communiqué, d'autres interpellations pourraient avoir lieu. Il indique en effet que des investigations aux fins de neutraliser les perturbateurs se poursuivent. Le deuxième sommet des dirigeants États-Unis-Afrique se poursuit à Washington. Plusieurs séquences avec des thématiques touchant à la paix, la sécurité, l'environnement, le développement économique et social, entre autres, rythment cette rencontre de haut niveau. L'occasion pour le chef de l'État sénégalais Macky Sall, également président de l'Union africaine, de plaider pour la mise en place d'une véritable industrie de l'agroalimentaire. Alors que la crise alimentaire menace actuellement le continent, celui-ci a plus que jamais intérêt à se doter des moyens qui lui permettront d'atteindre son autosuffisance alimentaire, selon le président Macky Sall. Cheikh Omar Kamara. En quête de son autosuffisance alimentaire et d'une réelle autonomie sur de nombreux plans, l'Afrique explore toutes les opportunités de coopération qui s'offrent à elle. Le président Macky Sall, chef de l'État sénégalais et actuel président de l'Union africaine, a dans ce sens porté auprès des dirigeants américains dans le cadre du sommet des dirigeants américano-africains le plaidoyer pour un accès de qualité aux céréales, aux engrais et aux semences. Alors que la pandémie du coronavirus a fragilisé les circuits d'approvisionnement de l'Afrique, le président sénégalais se projette davantage sur une industrie de l'agroalimentaire locale et performante, surtout que près de 65% des terres encore arables de la planète se trouvent en Afrique. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir accès au marché des céréales, au marché des fertilisants. Je suis sûr que les États-Unis pourront aider dans cet accès au marché et à des conditions de prix qui soient les conditions du marché. Et je pense que cela va aider le continent, mais au-delà de l'accès aux graines et aux graines et aux engrais, il nous faut aussi bâtir une nouvelle agriculture africaine. À la suite de son plaidoyer à Bali en Indonésie, en marge du sommet du G20, le président Macky Sall réitère au chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken la nécessité pour l'Afrique d'être mieux représentée dans ce grand forum économique par le biais de l'Union africaine. L'enjeu pour le continent étant de faire entendre sa voix et surtout participer à la prise de décision capitale qui influence les conditions de vie de milliers de personnes sur le continent. Saluons aussi la position historique du président Biden. Je pense qu'il va nous le confirmer sur l'accès de l'Union africaine au G20, parce que cela est une attente du continent et cela va permettre vraiment d'asseoir une collaboration avec l'Afrique de façon plus dynamique. Longtemps accusés de délaisser l'Afrique, les États-Unis déploient depuis plusieurs mois des opérations de rapprochement dans le but affiché de gagner en influence sur le continent face notamment à la concurrence chinoise et russe. Une opportunité pour les dirigeants africains qui sont plus que jamais déterminés à engager leur pays dans les partenariats qui participent à renforcer la sécurité et qui transforment durablement les économies.
Les avantages de la technologie spatiale et satellitaire ont également été abordés lors de cette rencontre. Technologie qui, selon le président camerounais Paul Biya, pourrait aider le continent africain à combler ses lacunes dans divers domaines stratégiques. Roberto Bakpe. Dans le grand chantier de l'essor de l'Afrique, le secteur spatial, presque encore inexploré, est une véritable niche stratégique. Le marché mondial de l'industrie aérospatiale est estimé à 477,1 milliards de dollars, employant 1,7 million de personnes dans le monde. Un domaine dans lequel les États-Unis, pays leader de ce segment industriel, peut apporter à l'Afrique une contribution significative, comme le souligne le président Paul Biya, en porte-voix des pays africains, à l'occasion du Forum spatial États-Unis-Afrique. Je fais en effet le constat que l'Afrique est particulièrement favorable au déploiement et à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui dépendent actuellement de la mise en orbite des satellites de communication. Ces avancées sont en effet exploitées dans divers domaines fondamentaux de notre développement économique. Pour autant, les besoins liés au développement du secteur spatial en Afrique restent nombreux et pressants. À l'heure actuelle, les capacités des pays disposant d'un satellite sur le continent ne peuvent pas permettre une couverture optimale des besoins de l'ensemble de nos populations et même de nos gouvernements. Les pays du continent veulent participer à la conquête spatiale. 3 satellites ont été lancés depuis début 2021. La Tunisie a procédé à la mise en orbite le 22 mars 2021 de son tout premier satellite, Challenge One, un nanosatellite destiné à l'Internet des objets. Aujourd'hui, aucun pays africain n'a les capacités de mettre en orbite ses propres satellites, dont la majorité est conçue hors du continent. L'Afrique, selon le président Paul Biya, entend s'investir dans la conquête spatiale, encore dominée par les États-Unis, la Chine et l'Europe. Conquérir l'espace me semble donc être à la fois une opportunité et un impératif. Dans cette dynamique, la coopération avec les pays partenaires qui ont une avance certaine dans ce domaine est primordiale. Je me félicite donc de ce que la question soit abordée ici ce jour, étant donné que les États-Unis sont à la fois des pionniers de l'exploration de l'espace et des acteurs principaux de la mise en orbite des satellites qui nous sont si essentiels. Il me paraît fondamentalement qu'un transfert des technologies vers les pays africains s'opère pour un accès équitable à l'espace et ses opportunités. Les enjeux autour de cette question nous sont en effet communs. Le marché des satellites africains, jusqu'ici dominé par l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie, est ouvert à une véritable concurrence continentale et internationale. L'agence spatiale du Rwanda a été établie il y a 2 ans. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a exprimé sa satisfaction à travailler avec ses partenaires américains pour parfaire ses ambitions. À l'image des CubeSat, plus petits, légers et simples à concevoir, a permis de démocratiser leur fabrication. Outre les 44 appareils africains déjà lancés, une vingtaine d'autres sont sur le point d'être mis en orbite pour symboliser la conquête spatiale africaine. Ayant également fait le déplacement à Washington, le président angolais João Lourenço est en quête de coopération et de partenariat d'affaires pour stimuler le développement de son pays. Ce mardi 13 septembre, il a présenté en marge du sommet États-Unis-Afrique les opportunités d'investissement que l'Angola offre. C'était lors d'une séance de travail entre les officiels angolais et américains. Le point avec Séverin Douque. Le président João Lourenço a fait valoir les atouts et opportunités d'investissement dans son pays mardi 13 décembre 2022 à Washington lors d'une séance de travail avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ceci inclut les secteurs miniers, les télécoms, mais aussi les secteurs innovants les plus récents comme celui des énergies renouvelables, dont le solaire. L'idée est de renforcer la coopération et créer des partenariats d'affaires à l'effet de stimuler le développement de son pays.
Dans tous les domaines, les investissements américains sont les bienvenus. Il s'agit notamment de la télécommunication, des TIC et de la 5G. Nous espérons que les entreprises américaines pourront tenir compte de la 5G en Angola qui est importante pour notre développement. Nous promouvons 3 grandes zones franches, à savoir à Cabinda, à côté du port maritime de Cayo, qui sera le plus grand port, en eau profonde de la région d'Afrique centrale, qui sera prêt fin 2023 ou début 2024. Mais autour du port, nous allons développer la zone franche et nous comptons sur les investissements américains dans ces projets également. Le président angolais compte sur les investissements américains pour stimuler significativement le développement de son économie, mais aussi pour maturer les projets en cours d'élaboration. L'Angola inscrit comme grand axe de son plan de développement national PND 2023-2027 le développement du capital humain, la modernisation et l'expansion des infrastructures du pays et l'intensification du processus de diversification de l'économie. 2 mil milhões de dólares. Il y a également une promesse d'environ 2 milliards de dollars pour la société Sound Africa afin de développer un projet géant qui apportera de l'électricité à presque toute la partie sud de l'Angola dans les provinces de Namibie, Huila, Gunen, Eguando, Kubango. Et bien entendu, l'excédent sera injecté dans le réseau électrique national et profitera aux autres régions du pays. Ainsi, les investisseurs américains viendront en Angola pour investir dans tous les domaines qui les intéressent. L'Angola jouit d'une position géostratégique particulière, membre de 3 organisations sous-régionales, dont la Communauté économique de l'Afrique centrale, celle de l'Afrique de l'Est ou encore de la région des Grands Lacs. Par ailleurs, l'Angola s'est toujours posé comme un acteur majeur dans la résolution pacifique des conflits inter-États en Afrique, à l'instar des multiples pourparlers organisés pour calmer les tensions entre la RDC et le Rwanda. Des actes qui contribuent à renforcer l'intérêt américain pour cet État d'Afrique centrale. Monsieur le Président, nous apprécions également beaucoup le leadership dont l'Angola fait preuve dans la région en essayant de mettre fin au conflit, d'apporter la paix, notamment en ce qui concerne la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Notre partenariat s'est renforcé, comme je l'ai dit, les liens commerciaux et d'investissement sont devenus de plus en plus profonds. Pour le président angolais João Lourenço, réélu pour un second et dernier mandat en 2022, champion de l'Union africaine pour la paix, les investissements dans son pays sont un atout pour sortir d'une spirale d'une période de récession ces 5 dernières années. Le premier producteur africain de pétrole a vu son PIB se stabiliser après la remontée des cours de l'or noir. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a décidé d'écourter son séjour aux États-Unis où il prenait part au sommet États-Unis-Afrique. Décision prise suite au drame causé par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa ce mardi 13 décembre. Les inondations provoquées par la suite ont fait une centaine de morts dans la capitale congolaise. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement en hommage aux victimes. Le président Félix Tshisekedi regagne son pays ce jeudi 15 décembre après sa rencontre avec son homologue américain Joe Biden. En plus de l'instabilité sur le plan sécuritaire, les populations du Tchad doivent faire face aux catastrophes naturelles. Cette année, le Tchad, ainsi que d'autres pays de la région du Sahel, a été sujet à des inondations sans précédent causées par les eaux de pluie et les débordements des fleuves. Une situation qui a provoqué des crises humanitaires et sociales importantes à travers le pays. L'Agence nationale de météorologie est responsable de la prévention de ces catastrophes naturelles. Mais cette structure fait face au défi de la modernisation de ses installations et à l'insuffisance des ressources humaines qualifiées. État des lieux dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. L'Agence nationale de la météorologie du Tchad fait face au défi de la modernisation de ses actions pour prévenir les catastrophes naturelles. Les inondations qui ont touché 80% des villes du pays et qui ont fait environ 600 sinistrés ont montré la nécessité pour le pays de se doter d'un système de météorologie moderne. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement doit au moins doubler le nombre des stations pour espérer couvrir l'étendue du territoire national. Nous avons 64 stations automatiques en cours d'installation, l'équipement météo média, les sites web météo. Il faudrait renforcer davantage les réseaux pour couvrir toute l'immensité du pays, avec au moins 3 stations complètes et 1000 postes pluviométriques automatiques.
On doit suffisamment prévoir des stations supplémentaires pour maintenir les capteurs ou même les stations défectueuses ou vandalisées. Il faudra suffisamment de moyens roulants pour assurer la maintenance et la liaison. Si le processus de renouvellement des installations météorologiques est enclenché, certains experts de l'agence estiment que le nombre insuffisant des ressources humaines qualifiées impacte aussi sur l'efficacité de l'agence à prévenir les catastrophes dévastatrices. L'État doit procéder au recrutement massif des agents de liaison de différentes spécialités pour opérationnaliser le système d'alerte météo. On a besoin toujours du personnel qualifié pour la maintenance, pour l'exploitation des données, vous voyez. Ce n'est pas que c'est automatique, on n'a pas besoin du personnel, mais ils ont besoin d'être, vous voyez, en ce moment, il y a l'herbe qui est en train de pousser là. Mais si on a un agent qui s'en charge de ça, il va faire la maintenance pour ça. Avec la modernisation progressive et l'adaptation des activités agricoles aux effets des changements climatiques, l'agence est contrainte de renforcer ses dispositifs pour répondre aux besoins agroclimatiques des populations rurales. Pour rappel, l'Agence nationale de la météorologie du Tchad est classée par les autorités depuis 2010 comme l'un des instruments stratégiques de planification de développement socio-économique. L'artiste camerounais Ekambi Briand n'est plus. Il est décédé dans la nuit du 12 au 13 décembre à Douala au Cameroun. Ce géant de la musique africaine dont les œuvres ont dépassé les frontières de son pays se retire de la scène à 74 ans, fauché par une longue maladie. La scène musicale camerounaise pleure l'un de ses piliers et les hommages se multiplient. Un portrait signé Roberto Bagbe. Ekambi Briand, c'était l'une des légendes qui occupait le haut de l'affiche après le décès de Manu Dibango. L'autre légende, Mota Monia, son surnom qui signifie l'homme important, a contribué à révolutionner le makossa en y introduisant le piano, les instruments à vent et le violon. Il avait une capacité à mêler différentes sonorités grâce à un talent qui a pu inspirer les plus grands. Jean-Di Koto Mandengue, un maillon essentiel de la musique camerounaise, se souvient de leur première rencontre. J'étais bassiste de Claude François à cette époque, dans les années 70. Il est arrivé, il a tapé devant ma porte. Il m'a présenté ses maquettes, bien sûr. On a parlé surtout de musique. Gandabaï, au moment de il a commencé à chantonner ses chansons. Voilà. Et j'avais un magnétophone, j'enregistrais ces acapellas et puis bon, quand il est parti évidemment, j'ai pris ma guitare, j'ai essayé de mettre ça en musique. Ekambi Briand a été repris par plusieurs autres artistes, tant africains qu'européens et bien plus. Ici, une reprise par des jeunes en Catalogne et en Espagne. Là, des enfants sud-coréens qui émettent des symphonies en langue douala. Auteur du livre Les icônes de la musique camerounaise, ce jeune Camerounais était très proche d'Ekambi Briand, avec qui il a passé bien des moments. Je garde de lui le souvenir d'un homme aimant, attachant, affable, ambitieux. Lui et moi avions une relation de père et fils. C'était mon père en quelque sorte. Il était toujours disposé à écouter et à aider les autres. Plusieurs artistes camerounais lui doivent leur carrière. Il a largement contribué à l'émergence de plusieurs artistes, parmi lesquels on peut citer Esso et Somba, Angélique Kidjo, Marc Zambo et bien d'autres musiciens. Adieu, Ekambi Briand. Avec l'album Africa l'artiste a enregistré un record d'environ 4 millions de ventes, ce qui lui a valu un disque diamant en 1975. À l'âge de 23 ans, Mota Monia rallie la ville de Douala et intègre l'orchestre Les Crack 6 comme guitariste. Suivra un concours de musique lancé par l'Office de radiodiffusion télévision française, dont le jury comportait deux grands noms, Manu Dibango et Francis Bébé. Ekambi Briand en sort lauréat. C'est grâce à ce prix qu'il sort son premier disque 45 tours, intitulé Djongele Landolo, qui enregistre 20 000 ventes. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.